bonsoir le mercredi 15 novembre. Merci de nous accueillir chez vous à la maison. Il est 19 h, c'est le temps de l'information. Voici les titres de cette présente édition sur la première. Court-circuit budgétaire pour les voitures électriques et les hybrides. Les avantages fiscaux dont elles bénéficiaient sont sur le point de se dissoudre. C'est l'intention du gouvernement. Les concessionnaires envisagent de limiter leur importation. Les données de la controverse et du débat dans ce journal. Nous irons plus loin sur la question avec un invité, Viniki Sage, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, ici au Fénois, va nous livrer son regard sur les enjeux de la transition énergétique. Merci Président, à tout à l'heure. La date se rapproche et dans les têtes déjà les tours de piste et les ponts au tableau. Les Jeux du Pacifique, c'est le rendez-vous de cette fin d'année. Une délégation de 290 personnes est partie du Fénois ce matin. Les Salomon, tenez-vous bien, ils arrivent avec des rêves de médailles plein la tête. Elles innovent, elles scrutent les marchés avec audace et clairvoyance. Les femmes chefs d'entreprise ont leur rendez-vous à Pirée. Elles se retrouvent pour partager et oser des défis faits d'innovation. Nous irons écouter leurs paroles à la fin de ce journal. On débute ce journal avec les avantages fiscaux accordés depuis 2014 aux voitures propres sont excessifs. Selon l'analyse du gouvernement de Motaï Broderson, il souhaite donc supprimer cette exonération pour le budget 2024 du pays. Bras de fer, sans ces avantages fiscaux, les concessionnaires redisent qu'ils ne vont plus acheter ces voitures, ils ne vont plus les importer ici au pays. Explication avec ce reportage de Kaline Liénard et Jérôme Lee. Tous les membres de notre syndicat ont sauté au plafond en disant « mais c'est pas possible. Vous nous mettez 40%, c'est la fin des voitures électriques et des voitures hybrides, on n'en parle plus. » C'est le bilan de la rencontre d'il y a 10 jours avec le ministre des Finances Teveiti Pomare. Hier soir, le syndicat a rencontré le président du pays, Motaï Broderson, pour tenter de comprendre cette décision. Il nous apprend que les voitures de moins de 4 chevaux seront, elles, pas touchées ou très peu. C'est bien, mais on lui dit, nous, on n'en a pas. Aujourd'hui, il attend quand même des informations complémentaires de notre part, justement à propos de ce curseur de petites voitures. Chose qu'on ne savait même pas, qui était en considération. Pour nous, on n'avait eu aucune information du bureau de M. Pomare. Supprimer cette exonération aux voitures propres permettrait au pays de récupérer 719 millions de francs par an, mais le parti écologiste du Fénois souhaite que le gouvernement aille plus loin. Aujourd'hui, 99% des véhicules qui se rechargent continuent à puiser dans une usine à partir du carburant fossilisé et faire croire qu'en protégeant les petites citadines, on va régler le problème. Là, c'est d'un niveau de pudisme qui nous effraie complètement. Les voitures électriques ou hybrides coûteront-elles plus cher l'année prochaine ? Réponse les 7 et 8 décembre prochains lors du débat sur le budget 2024 à l'Assemblée de la Polynésie française. Ça tombe bien, on a le président de la FAPE avec nous ce soir. Bonsoir, Président. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous vous sentez, j'allais dire, en symphonie avec le regard porté par le gouvernement sur la question des voitures hybrides électriques? Alors, on est très étonné de ce retour en arrière. C'était quand même une bonne démarche et on a vu effectivement beaucoup de personnes acheter des voitures électriques. Le sujet des voitures électriques, c'est de baisser la consommation de pétrole. On a un pays effectivement où les gens, où la population ne fait que des petites distances. On pourrait très facilement remplacer pratiquement la quasi-totalité des voitures par des voitures électriques. Et les capacités des voitures électriques aujourd'hui sont adaptées à un pays comme le nôtre. Donc on est étonné effectivement de ce retour en arrière. Ensuite, il y a deux débats effectivement. Un, on dit que fabriquer une voiture électrique est plus polluant. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui, on le voit, les batteries sont fabriquées avec de moins en moins de composants. Et le deuxième débat, et ça il est vrai, remplir sa voiture, la recharger avec de l'électricité qui provient des groupes électrogènes de l'EDT, ça n'a pas de sens. Est-ce que ça veut dire que la dimension totale de la filière n'est pas prise en compte? Est-ce que s'il y avait de l'énergie solaire de manière plus répandue dans les domiciles, ça serait viable pour la voiture électrique? Ou est-ce que c'est juste une variable budgétaire comme on le voit en Suisse? La Suisse va faire la même chose que le pays pour l'année 2024. Alors effectivement, il aurait fallu peut-être commencer par créer un réseau de distribution à base de panneaux solaires avec des prix défiant toute concurrence qui permettraient à tout le monde de recharger effectivement ses voitures électriques avec de l'électricité issue des panneaux solaires et pas issue des énergies fossiles. Sinon, ça n'a pas de sens, je le répète. Donc là, le retour en arrière du pays, on le comprend, vos estimations annoncent 700 millions, on comprend peut-être qu'il y a une logique économique, mais écologiquement parlant, c'est dommage.
Et la question du mix énergétique, dont on parle de manière très récurrente dans le débat public, est-ce qu'on va atteindre les objectifs? Oui, on a toujours du retard par rapport à ça. Est-ce que vous avez confiance justement pour conquérir cette énergie propre ici pour les habitants du Fénois? Il y a un grand débat aussi là, sur l'hydroélectricité, notamment dans les vallées. Ça n'avait pas bien démarré à l'époque. On avait fait des choses dans certaines vallées. Moi, j'ai participé à des combats dans la vallée de Papineau. On n'avait pas associé toutes les familles. Il faut peut-être revoir ces choses d'une manière plus globale, avec un développement des vallées, avec des zones dédiées à l'habitat, des zones dédiées à l'agriculture. Mais d'une manière générale, les panneaux solaires, il y a encore une grande marge de progression. Il faut imaginer demain que la majorité des immeubles, notamment ceux du pays, des services du pays, soient équipés de panneaux solaires. C'est un objectif qui semblerait être normal dans un pays où il y a du soleil gratuitement toute la journée. Rapidement, est-ce que vous changez quand même, est-ce que vous sentez dans vos rencontres, dans vos discussions, un regard qui va changeant de la part de la population? Est-ce qu'elle est prête à donner un peu plus d'argent pour avoir un pays plus propre? Ou encore, il y a de la difficulté à concevoir cette relation à l'avenir aux générations futures? Ce qui a beaucoup changé, c'est le prix. Aujourd'hui, les capacités, les caractéristiques techniques des panneaux solaires sont extraordinaires comparé à ce qu'il y avait il y a 20 ans. Donc oui, je pense que la majorité de la population est prête à faire le pas et souhaite migrer vers des solutions panneaux solaires, par exemple. Notre sujet qui fait beaucoup débat ici, la tour des juges du côté de la grande vague du PK0. En ce moment, il y a une réunion avec le président du pays, les techniciens, la fédération de surf et le comité olympique pour trouver une option qui soit la moins impactante, comme on dit désormais, par rapport au récif. Vous êtes, j'allais dire, un manifestant. La première, en tous les cas, votre association est derrière les gens qui ont manifesté du côté de la presqu'île. Oui, bien sûr, on est derrière eux parce qu'on est d'abord choqué par le budget. Autant de millions dans une tour. Nous, notre fédération, on a 0 subvention. Pour avoir des sous, on est obligé de mener des actions. Oui, on est d'abord choqué par le prix, ça c'est sûr. Là encore, on constate qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. On constate qu'il n'y a peut-être pas eu suffisamment de rencontres avec les Tavana, un peu tout le monde. Les gens se sont un peu agacés, peut-être outre mesure. Bon, j'ai confiance qu'on tombera tous d'accord et que ce qui doit être une belle fête, ça sera une belle fête. Mais il y a un respect à avoir vis-à-vis de l'impact sur l'environnement, sur l'écologie, et surtout respecter les personnes qui vivent là-bas. C'est ça le vrai message. Et un rendez-vous pour l'association, vendredi, le prix du développement durable, ça c'est vraiment votre paternité. Alors ça, un rendez-vous très important, j'invite vraiment toute la population à venir nous rencontrer. C'est la 3e édition où on donne justement un prix développement durable aux associations, mais aussi aux entreprises, même à des services qui œuvrent véritablement pour le développement durable, pour dire qu'on n'est pas juste là pour dénoncer ce qui ne va pas, mais pour effectivement mettre en valeur ces associations, ces protections. Le lieu dans une brasserie bien connue à Falaise-Outer. Il y aura Michel Pourreuil à partir de 17h, 18h. Il y aura Eono. Donc s'il vous plaît, venez. Si vous voulez aider l'environnement, c'est le moment de participer à cette soirée de samedi soir. Merci beaucoup pour votre présence ce soir et une très prochaine fois, sûrement pour vos Oscars vendredi soir. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Du sport, l'esprit dans les nuages avant la plongée des corps et de l'intelligence dans la compétition. Pour les Jeux du Pacifique, nos athlètes sont partis ce matin, destination les Salomon, via un transit par Fidji. Un beau voyage pour cette délégation de quasiment 300 personnes, un chiffre qui, vous le voyez, dit le défi d'organisation. À l'aéroport de Fa, reportage David Chang ce matin. Les au revoir sont plus difficiles pour certains que pour d'autres ce matin. C'est mon premier bébé, du coup, c'est la première fois que je l'ai laissé 2 semaines, 3 semaines. Voilà, je suis un peu triste quand même. 433 personnes au total, lorsqu'on compte l'organisation et les officiels. Heureusement, ces derniers sont expérimentés et même si les petits imprévus sont inévitables, les athlètes sont tout de même bien encadrés. L'entraîneur de la sélection de volley-ball, par exemple, est bien au courant que le front pacifique ne peut pas être changé à Honiara. On était déjà au courant, donc du coup, c'est des dernières monnaies de dernière minute qu'on a voulu changer en dollars US et tout. Bon, on a ce qu'il faut, mais par précaution, il vaut mieux faire de suite. Mais que cela ne déconcentre pas nos équipes, le but est bien de ramener le plus de médailles possible. Et la fédération de basketball ne lésine pas sur le confort, car l'équipe féminine doit jouer le lendemain de son arrivée. Finalement, on a vu avec la FIBA de remettre leur match, de repousser leur match en fin de journée. Donc ça y est, c'est bon. Les filles, on les a mis en premium.
Donc ça va. Hein. Donc, elles vont arriver là-bas, elles vont être bien. Parmi ces sélections, la toute jeune équipe de natation qui fait ses premiers pas, Kea Debord, va porter le drapeau polynésien lors du défilé inaugural. Pour moi, c'est une première. Déjà de participer aux Jeux du Pacifique, mais en tant que porte-drapeau, que ça permet de valoriser notre sport qui est assez mal reconnu en Polynésie. Du coup, ça fait plaisir. Ce qui préoccupe le plus le président du COPF néanmoins, c'est la protection contre le paludisme de cette grande délégation. Et chaque athlète a dans sa valise tout ce qu'il faut pour être suivi et prendre des comprimés au jour par jour avec un délai supplémentaire au retour. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Lorsqu'ils vont revenir, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent de prendre. Il y a un délai supplémentaire à conserver pour éviter effectivement toute infection. Coût total de ce déplacement, 160 millions de francs. Le COPF espère amener 57 médailles d'or cette année et finir dans le podium du classement des nations. Objectif 57 médailles, David l'a dit, il y a 4 ans c'était 35 médailles, donc on est avec tous nos sportifs qui sont partis ce matin pour les Salomon. Et là-bas l'ambiance monte comme un volcan aux îles Salomon, des drapeaux multiples qui sont au vent et des athlètes aux survêtements de couleurs également très bigarrés qui vont dans les rues des villes. Plus de 5000 compétiteurs sont attendus dans l'île de Salomon, une vingtaine de disciplines sportives au programme. Bref, des mini-jeux du Pacifique avec un parfum du Sud justement pour écouter toutes ces saveurs et ces pulsations sportives sur place. On va retrouver notre envoyé spécial, notre jeune confrère Arihoé Tefafana. On l'écoute, le voici. Les Jeux du Pacifique, victimes de leur succès. Premier constat en arrivant, le pays organisateur a plutôt du mal à gérer l'arrivée massive des athlètes et visiteurs. En tout cas, c'est plus d'une centaine de passagers, dont les sportifs des îles Cook, Samoa ou encore d'Australie, qui n'ont toujours pas reçu leur bagage. En tout cas, pour ces Jeux, c'est plus de 5000 athlètes venus de 24 pays différents qui sont attendus. Concernant les délégations de Tahiti, un premier groupe arrivera aujourd'hui et le deuxième le 26 novembre. Et c'est presque 300 athlètes de Tahiti, 300 athlètes polynésiens qui représenteront le Fénouan dans leurs disciplines respectives. La température ici est quasi identique à celle de Tahiti. Donc nos athlètes n'auront aucun mal à s'adapter. La plus grande délégation s'agit de celle de la sélection de football avec 40 athlètes. La cérémonie d'ouverture est prévue le dimanche 19 novembre. Les porteurs de drapeau, il s'agit de la pongiste Keala Tehahitua et le nageur Kea Debord. Un événement diffusé en direct sur Polynésie la première. Quant à nous, l'équipe présente à Honiara, on vous donne rendez-vous tous les jours dans nos journaux télé, radio et internet à Arihoé Tefafana et Gilles Tautou en direct des îles Salomon. Eh bien, on y sera avec l'espoir de médailles. Allez, on a rendez-vous avec l'Espérance là, dans notre journal, un champion qu'on en voit très très peu. Il s'appelle Algovar Maroué. Il est médaillé d'or au championnat du monde de Va'a paralympique. Mais désormais, le trentenaire s'attaque à une autre discipline, le tennis de table. Un véritable sportif qui a su relever tous les défis que la vie a mis au travers de sa route pour aller toujours plus haut, vers un niveau toujours d'excellence. Portrait signé Nicolas Suire. Vraiment un beau reportage, le voici. Il n'a qu'un appui sûr, car Algover est né avec une jambe en moins. Il a aussi une main mal formée. Mais cela ne l'a pas empêché de parvenir au plus haut niveau sportif. Récemment champion du monde de Va'a paralympique, il brille également au tennis de table. Sa dernière performance, médaille de bronze aux Jeux du Pacifique en 2019. En fait, tu subis la balle, tu vois, quand la balle est là, tu pars directement comme ça, parce que dès qu'il appuie, tu appuies sur le côté, tu vois, ton geste. Essaye de, tu vois, on fait les 3 plats, mais essaye, tu vois, quand on fait les 3 plats, essaye de varier le rythme. Essaye de varier, tu vois, parce que ça, il s'obligera à faire le bon geste à chaque fois pour bien ressentir. Athlète de haut niveau depuis quelques années seulement, Algover a su dompter son handicap. C'est facile d'entraîner Algover parce qu'Algover, c'est un vrai athlète, il est athlétique, il a l'habitude du sport, donc c'est facile en tout cas de lui proposer des exercices. Il va réussir à s'adapter. On va en tout cas réussir à s'adapter sur plusieurs types de schémas de jeu, donc c'est bien. Travailler les services pour gêner ses adversaires et placer la balle à des endroits difficiles à jouer, tel est son objectif. Le sport, pour lui, c'est tous les jours après le travail, une véritable addiction positive. C'est un moyen aussi pour moi de me sentir libre et de me sentir, comment dire, moins handicapé, on va dire. Sa femme l'accompagne autant lors des entraînements de Va'a que pour le tennis de table. Je suis fière de lui. Il a toujours apporté comment on peut dire ça, un soutien dans la famille. Et oui, je suis très fière de lui. Depuis 12 ans, Algover travaille pour un fabricant de prothèses orthopédiques. Ici aussi, il s'est révélé très compétent.
Et le fait de travailler ici et de préparer du matériel pour les personnes en situation de handicap, je me suis aperçu qu'il y en avait quand même beaucoup ici sur le territoire. Et du coup, personnellement, ça m'a pris un peu plus... j'ai eu beaucoup plus confiance en moi. C'est un employé très apprécié, l'un des rares à maîtriser cette machine dernier cri. Je pense que dès le plus jeune âge, il a été habitué à relever des défis, certaines difficultés qu'avaient pas d'autres personnes. Et relever des défis dans l'entreprise, Algover, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Et c'est sûrement une force qui est issue de son handicap. Ouais. Algover passe actuellement ses derniers mois dans l'entreprise où il a débuté, car il vient de réussir un concours dans la fonction publique. Pareillement pour le tennis de table, il espère changer de place pour prendre la tête du classement lors des Jeux du Pacifique le mois prochain. Bravo, champion. Des femmes capitaines d'entreprise, là où l'audace rejoint forcément la rigueur et la créativité. Le salon de l'entrepreneuriat au féminin vient de débuter, un lieu d'échange, de prospective et également de regards croisés sur les défis du temps. Le business ici se décline avec éthique, une signature moderne et une exposition vente est également ouverte au public pour découvrir toutes ces créations. Cela se passe à la Polynesian Factory du côté de Pirée. Ismaël Tayata avec Patita Sebea y était ce matin. Un travail d'orfèvre où la touche féminine ne passe pas inaperçue. Une pieuvre en céramique obtenue après une cuisson au gaz. Sandrine a ouvert son atelier de poterie à Tournois, un centre de création où l'art est à la portée de tous. 23 ans maintenant qu'elle tire les rênes de sa société. Quand on est salarié, on est fiou du patron. Quand on est entrepreneur, des fois on ne dort pas parce qu'on a des gens qui travaillent avec nous et puis il faut trouver l'argent pour leur salaire, pour les charges. Des robes légères et aérées, à la fois simples et chic. Mia laisse libre cours à sa créativité, que ce soit en couture, en peinture ou en confection de bijoux. En tant que femme, on est obligé d'être un peu plus homme, comme on dit. Pour se faire entendre. Des peintures à l'huile qui ne laissent pas indifférente et des petites touches d'or pour rendre hommage à son élégance. Ici, la femme est omniprésente. Je fais de la peinture, donc des tableaux, mais également beaucoup de choses en carton, notamment des sacs. En ce moment, à Vahina Ratei, j'expose mes sacs auxquels j'ajoute, au carton, j'ajoute du tissu. Le talent est là, la beauté aussi. Ces businesswomen naviguent à l'aveuglette avec comme seul repère la passion. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je suis légitime de faire ça? Est-ce que réellement mes dessins, mes cailloux, mes peintures vont plaire aux gens? C'est une première au Fénois, des femmes d'affaires heureuses de développer leur business. C'est de vendre, c'est de se faire connaître, c'est d'aller chercher des clients, c'est de développer son réseau commercial, c'est de construire son web marketing. Donc l'association est là pour les aider à mettre en place des publications sur leurs réseaux sociaux. Et dans ce cours particulier, Wenda accueille, elle, des élèves avides d'apprendre le tahitien. Je suis venue m'installer là parce que vraiment j'ai un coup de cœur pour la Polynésie, pour Tahiti. Mais l'idée c'est vraiment d'être au plus proche aussi de la population, des personnes. Donc oui, dans l'entrepreneuriat, dans la vie quotidienne, c'est essentiel. Les élèves sont soumis, on va dire quelque part, à venir participer à ce cours. Alors que là, j'ai des élèves quand même qui sont volontaires, qui ont envie d'apprendre. Donc ça offre une autre dimension au cours de Rio Tahiti. Tu sens l'implication qu'il y a derrière, quoi. D'accord. Mère de famille et professeur, un vrai couteau suisse. Une vingtaine d'entrepreneurs au féminin en exposition au salon. Et un chiffre qui donne du grain à moudre à Makemo, 8 enfants sur 10 viennent à l'école sans avoir pris le petit déjeuner à la maison. Alors la mairie a lancé une période test, offrir jusqu'aux vacances de Noël ce repas matinal si précieux aux petits écoliers. Cela vient de débuter, c'était hier, et on peut dire que le bonheur se lisait sur le visage des parents et des enfants. Vous les voyez, ils sont tous sourires pour ce premier petit déjeuner qu'on appelle là-bas déjeuner continental. Voilà les images d'autres correspondants. Les sondages de la vie médiatique au Fénois,
Ils sont arrivés hier. Globalement, les citoyens de ce pays maintiennent leur confiance envers Polynésie la première. Les rendez-vous d'information continuent d'être plébiscités par les téléspectateurs de Polynésie. Par exemple, plus de 70% d'audimat pour ce journal que vous regardez tous les jours à 19h. La radio dans notre antenne est également largement en tête au niveau de son auditorat. 20 points d'audience avec des pics à plus de 30% pour les rendez-vous de la matinale qui mêle, comme vous le savez, information et bonne humeur. Plus d'informations sur notre site internet pour connaître tous les chiffres de ce sondage de la vie médiatique locale. Allez, Rayatea nous attend, de la zumba, du rythme et un cocktail où le corps enjoint l'esprit à la joie. À Rayatea, Manari Bunce, un coach survitaminé, enchante la fin de semaine pour le plus grand nombre de citoyens et de citoyennes. Des animations toujours saluées où l'on s'amuse en partageant des moments fort complices et très toniques. Vous le voyez à l'image. On va écouter Manari qui vraiment a de la vitamine à donner. Je suis passée juste comme ça, je me suis arrêtée, j'ai vu la Zumba, je suis partie. C'est assez régulier et du coup il y a du monde à chaque fois qu'ils viennent. Franchement c'est top. Et là on invite aussi encore plus de monde si vous venez, vous êtes les bienvenus. C'est plutôt pour répondre à une demande. Il y a plusieurs personnes, des adhérents et des personnes extérieures qui demandaient en fait de mettre cette activité en week-end. Comme nous on ferme le week-end, on voulait proposer ça le vendredi soir. Bon, pour l'instant c'est sans alcool, je ne peux pas avoir d'alcool, donc on reste dans le domaine du sport, voilà, on fait toujours une activité sportive. Ouais, ça plaît à pas mal de gens. C'est des cours avec plusieurs niveaux. Hein. Donc là on commence tout doucement, on est content de ce qu'il y a. Voilà la fièvre du vendredi soir du côté de Rayatea avec la Zumba et Manari. Le temps passe vite, c'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information et la tradition veut le rappel de l'information principale de la journée. Eh bien, c'est une information qui a trait avec les voitures. Les concessionnaires envisagent l'idée de ne plus importer de véhicules électriques et hybrides. La cause, le projet du gouvernement de ne plus accorder les avantages fiscaux à ces voitures. Les voitures hybrides sont donc également concernées par ce dispositif fiscal éventuel qui sera en discussion très prochainement devant les élus de l'Assemblée de Polynésie française. Coup d'œil sur les rendez-vous de la soirée, vous le savez, mercredi, case documentaire avec Bleu Océan et après Patitifa, l'île des Pins. Il faut donc découvrir tout ça avec beaucoup de belles images et des rencontres toujours fort savoureuses et pleines d'humanité. La presse écrite, c'est notre également rendez-vous. Eh bien, Tahiti Info nous a écrit, on va parler du budget du pays. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Manifestement, ce sont les acteurs économiques qui se prononcent sur les attendus et les variables budgétaires qui vont être proposées d'ici quelques jours aux élus de l'APF. Merci d'avoir été fidèles à ce rendez-vous. Demain matin, Ibrahim pour le Réveil Radio et les informations en français. Demain soir, 19h, soyez fidèles au poste pour notre rendez-vous ici en télévision. Belle soirée à tous et comme on dit, allons dans l'espérance. À demain soir. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet